Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. En commentant avant-hier une vidéo, une interview d'il y a 3 jours du général israélien Robert Castel, j'avais annoncé qu'il serait bon de revenir sur cette vidéo, sur cette interview, ce que je compte faire dans la vidéo d'aujourd'hui, qui sera donc le deuxième volet, hein, la vidéo 17B, le numéro 17B de cette série Entendu à Budapest. En effet, dans cette interview d'il y a maintenant 3 jours, Robert Castel, outre des observations ayant trait à l'explication de la séquence des événements de cette guerre à la lumière de l'expertise qui est celle de l'industrie d'armement, comme je l'avais dit, Robert Castel a aussi eu quelques propos extrêmement intéressants en réponse à une question d'auditeur concernant le positionnement stratégique d'Israël par rapport aux événements ukrainiens. En gros, un auditeur envoie la question suivante: est-ce qu'il ne faudrait pas, et finalement, quels que soient les présupposés, les sympathies, même les intérêts des uns et des autres, est-ce qu'il ne faudrait pas chercher à tout prix à arrêter les fusions de sang, à arrêter le massacre, à obtenir un cessez-le-feu le plus rapide possible, finalement, quelles que soient les conditions? Et en réponse à cette question peut-être un peu naïve, un peu moralisante, un peu vertueuse, euh, les podcasts de la chaîne Outremont ont un vaste auditoire populaire qui ne partage généralement pas évidemment l'expérience de vie, ni donc le pragmatisme, pour l'appeler comme ça, on pourrait aussi dire le cynisme de Robert Castel. Et en réponse à cette question, Robert Castel dit que, pour l'essentiel, ce qu'on comprend assez nettement de sa réponse, qui en ressort assez nettement, c'est que Israël et la Hongrie ont des intérêts stratégiques partiellement convergents, mais pas absolument identiques. Alors, sous-entendu, il ne le dit pas de manière aussi explicite, mais la question du cessez-le-feu et de l'urgence du cessez-le-feu et des conditions du cessez-le-feu, c'est-à-dire quel pays a intérêt à un cessez-le-feu, à quelle échéance et dans quelles conditions en Ukraine orientale, est en fait justement l'une de ces questions, une telle divergence, quoique partielle, mais réelle divergence d'intérêt entre un pays comme la Hongrie d'un côté, un pays comme Israël de l'autre, va se manifester. Et là, encore une fois, il n'entre pas dans les détails qui sont probablement un peu délicat. Il doit considérer qu'il marche un peu sur des œufs dans cette question. Il est probable d'ailleurs qu'il a découvert la question au dernier moment et que si elle lui avait été soumise par avance, il l'aurait peut-être écartée, je pense. Il aurait probablement préféré ne pas y répondre du tout. Finalement, il y répond en lui apportant une réponse qui finalement, plus ça va, plus ça devient évasif. Je pense puisqu'il se rend compte dans le feu de l'action que le thème est un peu délicat. Je vais donc procéder moi-même à l'explicitation du propos tel que moi je l'ai compris. Alors, du coup, il y a une part d'interprétation et je peux me tromper, hein. Donc, voilà, c'est pas un caveat d'une grande importance. Euh, je ne cherche pas à attribuer à Robert Castel des propos ou des opinions qui ne sont pas les siennes. J'essaie juste de comprendre ce qu'il avait l'air de dire en réponse à cette question. Et ce, quand même à la lumière de tout ce que j'ai déjà entendu, donc de plus de 6 mois de propos de Robert Castel sur euh, le sujet en question, hein. Donc c'est pas non plus de l'extrapolation à partir de pure lubie, de pures impressions. Et en fait, pour ceux qui ont suivi toute cette série, ils se souviendront peut-être que euh, aussi au gré des propos d'autres commentateurs, quand il est question d'intégration de l'Ukraine à l'OTAN, depuis quelques semaines, de plus en plus, on se rendait compte que la position hongroise consistait en réalité à que de plus en plus cette intégration avait l'air souhaitable, non pas par sympathie pour l'Ukraine, mais parce que de plus en plus on considère qu'une Ukraine intégrée, c'est une Ukraine contrôlée, et qu'en réalité on a de plus en plus peur d'une Ukraine qui, entre guillemets, survivrait au cessez-le-feu avec une armée encore
existante, opérationnelle, dangereuse notamment pour ses voisins. Et ça me suggère l'interprétation suivante des propos de Robert Castel, même si lui, encore une fois, explicitement ne l'a pas dit, je pense qu'il n'a pas osé le dire, mais je pense que ce qu'il avait à l'esprit, c'est qu'en réalité, la Hongrie aurait intérêt à un cessez-le-feu, mais pas trop rapide. Et quel qu'en soit le calendrier exact en chronologie absolue, hein, que ce soit dans 3 mois, dans 6 mois, mais de préférence un cessez-le-feu qui interviendrait après des événements, a priori des batailles extrêmement sanglantes, dont le résultat serait de décimer, si possible, de détruire le plus possible cette armée ukrainienne, de manière à ne pas se retrouver hein, dans ce scénario de cauchemar d'une Ukraine qui n'est pas encore partie de l'OTAN, enfin d'un reste d'Ukraine, hein, je comprends bien, qui ne fait pas encore partie de l'OTAN, mais qui a toujours une puissance de frappe considérable, surtout comparée, disons, aux capacités de défense qui sont celles de ses voisins autres que la Russie, hein, que ce soit à la rigueur la Biélorussie, peut-être dans une moindre mesure la Pologne, mais très certainement la Slovaquie et la Hongrie, ou même la Roumanie. Voilà, tous ces pays peuvent s'estimer menacés par une Ukraine qui resterait militairement menaçante, quoique pas forcément pour la Fédération de Russie, mais pour tous ses autres voisins, oui, après un cessez-le-feu avec la Russie. Israël, en revanche, et ça Robert Castel le dit explicitement, aurait intérêt à un cessez-le-feu le plus rapide possible et plus ou moins quelles qu'en soient les conditions. Parce qu'en réalité, la position stratégique d'Israël, telle que la voit Robert Castel, qui est quand même, je rappelle, quand même d'un général de l'armée israélienne. Dans cette histoire, elle est très simple. Israël considère qu'à vrai dire, le mieux de son point de vue et pour ses intérêts, ça aurait été que ce conflit ne commence jamais. Pourquoi cela? Eh bien, Robert Castells le dit de manière assez explicite dans sa réponse. Tout simplement parce que à mesure que le conflit se déroule, avance, se développe, il y a une conséquence qui finalement est presque de manière presque indépendante finalement de l'issue du conflit, euh, semble de plus en plus inévitable et c'est la perte de crédibilité du gendarme planétaire américain. Alors c'est une perte de crédibilité qui se produit sur plusieurs plans, dans plusieurs domaines. Dans le domaine financier, il partage d'ailleurs ce sort avec les Européens, avec la zone euro, hein, dans la mesure où la confiscation des avoirs russes a eu comme victime collatérale la confiance des déposants et par conséquent, à long terme, la santé des monnaies occidentales. Mais aussi et surtout, quelle que soit la santé du dollar, le grand risque, ce qui est de toute évidence constitue d'un point de vue israélien le grand risque des événements, c'est que en voyant la Russie pour le moins forcer la main, mais peut-être même écraser l'Ukraine en dépit d'un engagement au demeurant pas très légal, puisque au début au jour 1, l'Ukraine ne fait pas partie, et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui ne fait toujours pas partie, et risque de encore ne pas faire partie pendant un bon bout de temps de l'OTAN. Mais il y a eu cet engagement c'est très clair des Occidentaux. Euh, En gros, la plupart, dans la plupart des pays du monde, les gens, tant soit peu raisonnables, ont compris depuis longtemps que ce n'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais entre la Russie et l'OTAN. Et une fois qu'on est dans une telle configuration, tout scénario que la capitulation de la Russie, l'effondrement du régime de Vladimir Poutine, au moins en termes psychologiques, a pour traduction très simple que la garantie du gendarme américain a perdu sa valeur. Et encore une fois, ce n'est pas vraiment une question légale. Euh, Le fait qu'elle ne se trouve pas sous l'incidence du fameux article 5 de la charte de l'OTAN, jusqu'à présent, en tant que pays non membre de l'OTAN, elle ne peut bien entendu pas se réclamer de cet article 5, mais il a, n'est-ce pas, été question de faire patienter pour amuser les Ukrainiens. Macron, par exemple, leur a dit qu'il fallait réfléchir à des garanties de sécurité
sur le modèle d'Israël. Alors là, je pense que c'est surtout en entendant ce genre d'expression que les Israéliens, j'allais dire, ont un au plafond, parce que si c'est comme ça que c'est vendu aux Ukrainiens, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas dans l'OTAN, mais vous êtes en sécurité parce que, en gros, on va vous donner le statut qui est celui d'Israël. Et puis, bah, ensuite, ils seront cocufiés. Vous voyez, donc, vous regardez tout ça depuis Israël avec un passeport israélien en poche, éventuellement des enfants engagés dans l'armée israélienne, etc. Vous vous mettez à transpirer. Donc c'est quand même extrêmement compréhensible. Et je pense qu'on tient là le facteur explicatif, c'est-à-dire c'est cette angoisse-là qui explique que sans évidemment faire de grandes déclarations, probablement sans le reconnaître, même si on allait maintenant le leur demander. Mais il est assez clair que l'État profond israélien s'est lancé il y a déjà plus d'un an dans une campagne assez systématique pour casser le récit belliciste du camp, disons, des jusqu'au-boutistes russophobes au sein du bloc occidental. Je pense avant tout à la Pologne, aux Pays-Bas, à certains Scandinaves. Et ils l'ont fait comment? Ben, en envoyant des, des experts qui sont vite devenus des voix médiatiques extrêmement respectées. Alors, l'un de ces experts, vous le connaissez parce que je relaye ses propos depuis maintenant presque 6 mois, c'est Robert Castel, mais il y a un équivalent russophone, un Israélien d'origine russe, qui rend à peu près les mêmes services, on va dire, à ce pays et en même temps à la Russie, dans les médias russes, depuis à peu près la même, ça fait à peu près aussi longtemps. Hein. J'ai oublié son nom, je le mettrai en commentaire si je le retrouve. Et il y en a sûrement encore d'autres dans d'autres pays. Hein. Donc c'est de toute évidence une campagne de soft power israélien probablement concertée et dont le but est de freiner les élans bellicistes de l'Occident. Je pense beaucoup moins par sympathie pro-russe des Israéliens. Je pense que l'Israël a une politique extérieure d'un pragmatisme total, donc c'est jamais une question de sentiment, c'est une question d'intérêt. Et je pense que l'intérêt israélien, plutôt la crainte israélienne, elle est avant tout là. C'est de voir ces événements accélérer le déclin en demeurant probablement inévitable l'hégémonie américaine et du coup la disparition de cette garantie de sécurité que représentait jusqu'à présent le gendarme planétaire américain. Et évidemment, qu'est-ce que les Israéliens ont à l'esprit quand ils se posent ces questions? Eh ben, ils regardent vers le nord, hein, vers leur voisin du nord, vers la frontière libanaise. Ils voient quoi? Ben, les milices du Hezbollah. Alors, il parle toujours beaucoup de l'Iran, alors que bon, on a des raisons en réalité dans l'actualité récente de penser que le contrôle de l'Iran sur le Hezbollah libanais n'est pas absolu, n'est pas complet. Et à la rigueur, même abstraction faite de cette question de savoir si c'est l'Iran, si c'est plutôt l'Iran, plutôt le Hezbollah, plutôt la Syrie. De toute évidence, Israël a des ennemis sérieux, des gens à la fois dangereux, compétents et motivés en vue de sa destruction. Et donc, Israël considère probablement que jusqu'à présent, le fait qu'ils aient toujours assigné certaines limites à leurs actions euh, devait, entre autres, être dû à la crainte du gendarme international, du gendarme américain. D'où cette angoisse, évidemment. Qu'est-ce qui va se passer avec la Syrie, avec le Hezbollah, etc., le jour où plus personne dans ce bas monde ne croira au pouvoir du gendarme américain. Alors, ça fait déjà assez longtemps que se pose la question, et ça fait assez longtemps qu'on assiste à un rapprochement avec la Chine. Oui, mais, et ça aussi, ça ressort, donc, j'ai plusieurs interviews, j'ai noté ça ressort du propos de Robert Castel. Robert Castel, au moins, à mon avis, en fait, l'État profond israélien, ça, je peux pas en être certain, mais Robert Castel, c'est sûr, ne croit pas. Il est, comme il l'a dit dans une de ses interviews, hein, certains sont climato-sceptiques, moi je suis sino-sceptique. Voilà. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est pas une question de sentiment, c'est pas l'amour ou la haine de la Chine, etc. C'est que tout simplement,
Robert Castel, par exemple, ne croit pas la Chine vraiment capable à court terme de prendre le relais, c'est-à-dire de réellement remplacer euh, le, le gendarme planétaire américain par un gendarme planétaire chinois. Et d'où cette angoisse disons, qui est moins celle du déclin américain, parce que celui-là, de toute façon, je pense que les gens sérieux le voient venir depuis des décennies, mais cette angoisse liée dans le cas d'Israël à cette période de vacances, cet entre-deux extrêmement dangereux. Hein, ce sont toujours les entre-deux qui réservent le plus de menaces, qui pourraient séparer, disons, les, les derniers rayons du crépuscule américain des premiers rayons du Nord, dont la nature exacte resterait d'ailleurs à déterminer. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir.